Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous stratégique pour une économie ouverte sur le monde qui marque la troisième édition de l'initiative Internationalisation. Cette initiative est co-développée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec International. Je me présente, Jessica Bouchard, je suis directrice principale stratégie de contenu, affaires économiques et relance du centre-ville à la Chambre et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'être votre maître de cérémonie. Pour débuter, la Chambre tient à remercier ses collaborateurs qui permettent la réalisation de cet événement. Le Conseil des relations internationales de Montréal, Le Devoir et le gouvernement du Québec. Merci également à notre partenaire, le Palais des congrès de Montréal. Nous tenons à souligner la participation d'étudiants dans le cadre du programme Leader de demain, réalisé avec l'appui de CGI et Power Corporation du Canada. Le forum d'aujourd'hui est diffusé en direct du Palais des congrès de Montréal. J'en profite pour vous inviter à consulter notre plateforme de diffusion qui vous offre plusieurs fonctionnalités. D'abord, l'onglet Mon agenda qui vous permet de consulter la programmation. L'onglet Réseautage vous permet d'échanger avec des professionnels et d'autres participants. L'onglet Kiosque vous permet de visiter les exposants virtuels. Et finalement, Vidéothèque vous permet de consulter du contenu exclusif. Pour avoir accès au kiosque et au réseautage, vous devez simplement remplir le formulaire de maillage qui vous a été partagé précédemment par courriel. J'en profite pour vous rappeler que l'initiative se poursuivra cet après-midi avec un salon virtuel et des webinaires, ce à compter de 13h30. Nous invitons à commenter le forum d'aujourd'hui sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics Forum INTL et Recrutement. Un fil de discussion se trouve également à droite de la fenêtre vidéo. Vous pouvez y partager des commentaires tout au long de la matinée. Sans plus tarder, je cède la parole à Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci, Jessica. Bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous. Je vous remercie d'être ici pour un événement qu'on veut, à ce moment-ci, je dirais, qu'on veut réussir, mais qu'on veut comme étant la première étape de ce qu'on va appeler la réouverture, la relance internationale de nos activités. Depuis plusieurs semaines, on le sait, la relance est amorcée. On va se le dire entre nous, nos secteurs d'activité qui peuvent fonctionner normalement vont très bien. Les secteurs d'activité encore lourdement touchés, tourisme évidemment, hôtellerie, culture, tout ce qui est basé sur de l'événementiel en présence souffre encore beaucoup, mais on commence à voir dans les règles de déconfinement des embellies qui s'en viennent. Et on le voit bien, ce qui reste à clarifier, c'est la situation de l'international. Nos entreprises exportent. On l'a vu, les exportations ont remonté. Nos entreprises aussi qui sont ici veulent recevoir des biens, des intrants, et on voit les importations aussi ont augmenté. Les consommateurs aussi ont augmenté leurs dépenses récemment. On a vu que les importations augmentaient. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que présentement, il y a une certaine fluidité des échanges. Maintenant, les frontières sont fermées depuis le 18 mars 2020. Quand on compte en mois, ça fait 1 an et 3 mois. Ce qui veut donc dire que depuis ce temps-là, d'un point de vue de nos relations avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec nos responsables des développements des marchés, tout ça s'est fait d'une façon beaucoup moins fluide. Et dans certains cas, bien évidemment, personne ne s'est déplacé. Ça s'est fait en ligne. On le voit à l'amorce de ce déconfinement international, on ne va pas tous à la même vitesse. Et ça va être important qu'on en parle. Comment on veut que ça se passe au Québec? Comment on veut se préparer? En Europe, présentement, au moment où on se parle, les gens qui sont doublement vaccinés peuvent se déplacer et il n'y a plus d'obligation de test de dépistage à l'intérieur de l'Europe. Alors qu'ici, récemment, on vient juste la semaine dernière de se dire entre nous, on va s'autoriser à voyager avec les 2 doses, on va être libéré de l'obligation d'aller en quarantaine en hôtel, mais on va quand même devoir se confiner le temps qu'on reçoive les résultats des tests initiaux de dépistage. Bref, géométrie variable, vitesse variable, contraintes variables. Et la question qui se pose, c'est comment on va éventuellement les rouvrir, ces frontières, aux touristes américains, touristes européens. On le sait, énormément de nos activités économiques dépendent de cette réouverture et de la venue de touristes. Alors, avant de céder la parole à nos invités, nos élus qui nous font le plaisir d'être avec nous, je vais simplement conclure en disant qu'il y a une démarche qui s'amorce vers l'international. Il y a énormément de pression qui est faite du point de vue du milieu des affaires, sur moi évidemment, mais sur les gouvernements, pour qu'on puisse avoir de la prévisibilité et qu'on puisse aussi le faire au même rythme que nos principaux partenaires commerciaux.
Sur ce, j'ai le grand plaisir de céder la parole à Mélanie Joly, la ministre du Développement économique et des langues officielles. Mélanie, qui est une habituée de nos forums, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour une des rares fois. On s'est entretenu, elle et moi, ces derniers jours sur la question des frontières et elle nous a fait parvenir aujourd'hui un petit vidéo que je vous invite à écouter. Donc, Mélanie Joly. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir de participer virtuellement à cette 3e édition du Forum de la CCNM, co-développé avec Montréal International et Investissement Québec International. Les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, soit la relance économique, l'internationalisation ou encore l'attraction de la main-d'œuvre, sont vraiment importants pour moi. En tant que ministre du Développement économique, bien sûr, mais aussi en tant que Montréalaise engagée. On le sait, c'est en attirant des investissements étrangers dans notre métropole, donc chez nous, en retenant des travailleurs qualifiés, qu'on va être en mesure de tirer notre épingle du jeu et revenir en force avec une économie beaucoup plus verte, diversifiée et très innovante. À ce propos, je sais que toute la communauté des gens d'affaires de Montréal et ses différents acteurs économiques sont impatients de voir l'économie revenir en force et le pays se réouvrir. Nous sommes aussi. Et même si on doit attendre qu'il soit sécuritaire de le faire, je peux vous dire qu'on travaille en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux sur une éventuelle réouverture des frontières. In the meantime, we will remain here for you with the different measures we put forward to help businesses survive the pandemic and eventually thrive, like the $1 billion for tourism or $700 million to help businesses adopt new technologies, as mentioned in Budget 2021. Bref, nous savons qu'il faut tout faire pour aider à remettre sur pied notre économie et notre belle ville de Montréal. Sur ce, je vous salue, je vous souhaite un excellent moment de discussion et de réflexion et j'ai bien hâte de me joindre à vous bientôt en personne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Merci Mélanie Joly pour ce court vidéo. On le sait, une partie de notre économie repose sur de l'investissement étranger. Et c'est pour ça que le forum d'aujourd'hui, d'ailleurs, ce rendez-vous stratégique, est organisé avec Montréal International et Investissement Québec International. Et on a changé récemment notre approche vers l'international en impliquant encore davantage les délégations du Québec à l'étranger. Et c'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Nadine Giroux, qui est la ministre responsable des Relations internationales et de la francophonie, et depuis juin 2020, comme si elle avait du temps libre, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, l'immigration s'est rajoutée à ses responsabilités. On en discute régulièrement maintenant, l'approche a changé, je le disais à l'instant, les délégations du Québec à l'international sont appelées à jouer un rôle encore plus important sur le démarchage économique et l'accompagnement de nos entreprises à l'international. Il y a le recrutement de talents stratégiques internationaux. Et il y a aussi le rayonnement du Québec à l'étranger, la notoriété du Québec pour convaincre les gens que c'est ici que ça se passe. Donc, sur ce, je vous cède la parole, Mme Giraud, à vous. Merci beaucoup, Michel. Alors, je veux à mon tour de saluer Mélanie Joly, même si elle n'est pas aujourd'hui avec nous en personne. Monsieur Rabouin, bonjour, maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, responsable du développement économique et commercial et du design. Michel Leblanc, évidemment, bonjour, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, distingués invités, bonjour et merci de me recevoir. Vous savez, comme plusieurs sociétés à travers le monde, évidemment, le Québec a été mis sur pause durant la dernière année. Maintenant, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel, puis on voit que ça commence à repartir. Et aujourd'hui, l'Action internationale du Québec est appelée à jouer un rôle encore plus important. Je vais le regarder sous 2 volets, le volet relations internationales et évidemment aussi le volet immigration, parce qu'étant responsable des 2. D'abord, on va commencer par relations internationales. Quand on regarde, on a vraiment 3 grandes priorités à travers toutes les actions qui ont été faites depuis mon arrivée. Le premier, c'était, comme vous l'avez mentionné, Michel, le virage important vers la diplomatie économique. Donc, on a vraiment fait un virage très, très important qui a été annoncé dès novembre 2019 à travers la vision internationale du Québec que j'avais annoncée pour vraiment faire un virage important économique dans les délégations. Le deuxième, par la suite, a suivi avec mon collègue du ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a lancé le plan d'action pour la relance des exportations, dans lequel on a investi plus de 500 millions dans les 5 prochaines années pour justement mousser
encore davantage, non seulement les exportations, mais les entreprises qui veulent exporter à l'étranger. Et le troisième, ça découle directement de la vision internationale du Québec, c'est le premier jalon qu'on met en place pour les stratégies territoriales. Donc, on a vraiment décidé de regarder ça de façon totalement différente, de regarder les territoires, puis de regarder comment on peut faire en sorte d'accélérer le positionnement au niveau des territoires et de développer encore plus d'opportunités pour les entreprises d'ici. Donc, notre premier volet, c'est le cap sur la relance, une action renforcée sur le marché américain, donc sans surprise. Les États-Unis étant notre plus proche voisin, mais aussi le lieu d'exportation prioritaire pour les entreprises québécoises. Et on regarde surtout des environnements et des États qu'on n'a pas vraiment beaucoup touchés. Donc, notre périmètre stratégique, on veut le renforcer vers le sud, l'ouest des États-Unis, des États qui sont considérés vraiment comme des locomotives économiques. On parle de la Californie, le Texas, la Floride, la Géorgie, le Colorado, l'État de Washington, entre autres. Ces États-là sont vraiment des pôles majeurs de l'économie du futur. Quand on pense par exemple à la Silicon Valley, on pense à Austin, on pense au Research Triangle en Caroline du Nord. Mais on a aussi des pôles financiers. Quand on regarde San Francisco, Dallas, Atlanta. Donc, vraiment des endroits où les stratégies territoriales vont faire en sorte qu'on va pouvoir diversifier davantage les marchés et pousser encore davantage notre action aux États-Unis. Vous savez, à l'intérieur de la dernière année et demie, le Québec a été mis un peu sur pause au niveau de certaines actions, mais on a quand même travaillé énormément au niveau des relations internationales et au niveau des délégations. Pour vous donner une idée, on a un résultat actuel pour 2020 de 666 millions de ventes fermes qui ont été générées par des entreprises d'ici qui ont été accompagnées par nos délégations. Donc, ça prouve quand même qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui s'est fait au niveau des délégations. Puis, je le répète constamment, les délégations sont vraiment vos yeux, vos oreilles sur le terrain. Il faut les utiliser de plus en plus. Il y a 33 délégations à l'étranger. Et on est là vraiment pour les entreprises ici. Le deuxième volet, je vous dirais, c'est l'immigration. Évidemment, on a travaillé beaucoup aussi au niveau de l'immigration. Vous l'avez dit, ça fait depuis 1 an que je suis à l'immigration maintenant. Il y a beaucoup de stratégies qui sont en place, mais il y a peut-être 6 priorités principales pour aider les entreprises d'ici. La première, c'est vraiment la plateforme Arima. On connaît la plateforme Arima comme étant la plateforme où on peut aller chercher sélectionner des personnes qui répondent vraiment aux besoins du marché ici au Québec. À l'intérieur de la plateforme Arima, on a développé le portail employeur. Et le portail employeur fait en sorte que l'employeur lui-même va être capable de sélectionner les personnes qui répondent au profil dont il a besoin dans son organisation. La deuxième stratégie, c'est tous les projets pilotes qu'on a mis en place. À travers la loi sur l'immigration, on a aussi la possibilité de sélectionner certains secteurs où on peut pousser davantage pour aller chercher des employés et des employés qualifiés. Et ces programmes-là sont des programmes pilotes d'immigration permanente. On en a lancé 3 dans la dernière année. Donc, un en technologie de l'information, vous ne serez pas surpris, technologie de l'information, où on a vraiment des demandes très, très fortes. Un pour les préposés aux bénéficiaires et un autre pour tout ce qui est les travailleurs de la transformation agroalimentaire. Le troisième volet, c'est tout ce qui est l'immigration temporaire, où on met aussi beaucoup d'emphase sur les étudiants étrangers, entre autres. Vous savez que les étudiants étrangers, ici, on attire beaucoup d'étudiants étrangers. Ils ont une grosse contribution au PIB dans la dernière année, 2014 à 2019, on a eu près de 1,6, donnez-moi 2 petites secondes, je m'excuse. 1,6 milliard de dollars de contribution des étudiants étrangers ici au Québec, donc une très grande contribution. Ce sont des gens aussi qui viennent étudier ici, qui ont leur diplôme d'ici, ensuite qui s'installent ici. Donc, c'est vraiment une très, très belle qualité d'immigrants qu'on veut avoir chez nous. Donc, beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là. Le quatrième volet, on travaille aussi beaucoup sur les programmes des travailleurs étrangers temporaires. Et là, on entend beaucoup d'entreprises qui veulent avoir plus de travailleurs étrangers temporaires. Vous savez qu'en 2014, il y a eu des restrictions imposées par le fédéral qui n'ont pas été au bénéfice, malheureusement, des employeurs.
Là, on négocie, on a entamé des négociations avec le fédéral justement pour s'assurer d'essayer d'avoir davantage de leviers au niveau de ce programme-là et d'être capable d'assouplir certaines des règles de ce programme-là pour l'élargir davantage, puis pour répondre encore davantage aux objectifs et aux besoins de nos entreprises d'ici. Le 5e volet, bien, je l'ai dit, c'est déjà nos délégations à l'extérieur où on a vraiment renforcé tout le niveau immigration dans les délégations. Donc, on a rajouté des directions d'immigration dans plusieurs pays. On en a à Hong Kong, on en a à Paris, à Rabat, à Los Angeles, à Mexico, et on a aussi des antennes à Dakar, à New York et à Sao Paulo. Donc, ça fait en sorte que dans ces délégations-là, on a des équipes spécifiques d'immigration qui vont travailler davantage à recruter les talents internationaux. Dans ce cadre-là aussi, si on regarde juste en 2020, on a quand même 15 missions virtuelles immigration qui ont été faites dans les délégations. Donc, 15 journées Québec qui ont été organisées avec Montréal International, avec Québec International, pour être capable justement d'aller chercher ces personnes-là. Et finalement, le dernier point, c'est le point très important et très cher à mon cœur, c'est la reconnaissance des compétences. On l'entend très souvent, les immigrants qui viennent ici n'arrivent pas à faire reconnaître leurs compétences, reconnaître leurs diplômes qui ont été faits à l'étranger. Et on va travailler beaucoup là-dessus. C'est en haut de mes priorités, en fait. On a mis en place un comité d'action interministériel pour faire en sorte, justement, qu'on soit capable de reconnaître les compétences et les qualifications de ces gens-là pour être capable de leur faire, en fait, qu'ils soient capables de remplir des postes à la mesure de leur talent, à la mesure de leurs compétences, puis en même temps aussi de s'épanouir pleinement dans ces postes-là. Alors, ça fait un petit peu le tour rapidement de ce qu'on a fait au niveau immigration, de ce qu'on fait au niveau relations internationales. Puis, je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci encore. Merci, Mme Giraud. On aura l'occasion dans quelques minutes d'échanger. On a avec nous aujourd'hui Luc Rabouin, qui est le responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal, qui est aussi maire de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Et il est, je pense, dans l'équipe aussi. Et là, Luc, il faudra peut-être me préciser ça, mais en fait, la question, c'est es-tu responsable aussi de la stratégie de rayonnement international de Montréal d'un point de vue économique? Alors, je te cède la parole, mais je te pose une question en même temps parce que je ne savais pas si je devais te présenter comme étant le responsable de cette stratégie-là. Oui, absolument. Madame la ministre, bonjour. Madame Joly, Michel. Oui, je suis responsable du développement économique et tout ce qui concerne le développement économique à la fois ici et notre rayonnement international. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci aux organisateurs. Donc, c'est une formidable occasion d'échange qui nous est offerte et qui nous rassemble aujourd'hui. Et comme le disait Michel Leblanc dans son introduction, on est dans un contexte de relance économique qui est déjà bien en marche. Parce qu'on le sait, en ce moment même, plusieurs secteurs économiques stratégiques sont déjà aux prises avec une rareté de main-d'œuvre qui freine la croissance des entreprises. Selon différentes enquêtes réalisées par le milieu des affaires, la grande majorité des PME montréalaises sont confrontées à un enjeu d'embauche de personnel et près de la moitié d'entre elles se voient même dans l'obligation de refuser des contrats à cause du manque de personnel. Donc, un des facteurs qui explique la diminution de la disponibilité de la main-d'œuvre, du talent, un des facteurs, c'est démographique. Donc, depuis 2014, la part de la population montréalaise qui est en âge de travailler par rapport à la population totale est en diminution. En fait, juste pour combler les écarts des départs à la retraite des baby boomers d'ici 2026, on évalue à 1,4 million de nouveaux travailleurs qu'on a besoin là, au Québec. Évidemment, l'automatisation, un marché du travail plus flexible qui va être plus accommodant, notamment pour les familles et les personnes retraitées, vont nous aider à faire face au manque de personnel que vit le Québec. Mais le recrutement de travailleurs internationaux fait aussi partie des stratégies essentielles pour assurer la pleine relance et le plein potentiel économique de notre métropole. Bien sûr qu'il existe des défis en termes d'intégration et de reconnaissance des compétences, vous l'avez nommé, des personnes immigrantes, mais malgré ces défis, il demeure que ces personnes sont un des moteurs de notre économie. De par leur forte participation au marché du travail, surtout dans un contexte de rareté de main-d'œuvre et de vieillissement de la population, mais aussi de par leur plus grande propension à entreprendre et à démarrer leur propre entreprise.
On a réalisé une étude en 2020 qui démontre que près de 29 des immigrants montréalais avaient l'intention de se lancer en affaires, contre 18 chez les personnes qui sont nées au Québec. Donc, il y a une volonté là, d'entreprendre qui est très importante. Et troisièmement, par leur réseau à l'étranger et leurs connaissances, les immigrants peuvent aussi favoriser l'internationalisation des entreprises, la créativité et l'innovation. Petit point d'eau. Cela dit, pour attirer ici les meilleurs talents, pour les attirer à Montréal, la compétition est rude. Et c'est un phénomène qui va continuer à s'accentuer au cours des prochaines années avec de nombreuses autres grandes villes qui vont tenter aussi d'attirer les meilleurs talents de partout dans le monde pour soutenir leur reprise et leur croissance économique. Dans ce contexte, les attributs de Montréal, comme notre niveau exceptionnel de sécurité et de qualité de vie, notre réputation de métropole vibrante, culturelle et à échelle humaine, la renommée internationale de nos universités et nos centres de recherche se retrouvent parmi les principaux facteurs qui facilitent l'attraction des talents. On voit aussi cela avec les investissements étrangers, car dans les deux cas, il y a de vraies personnes, de vraies familles qui vont décider de venir s'établir ou pas à Montréal. Dans ce contexte d'hyper-compétitivité entre les grandes villes, l'agilité du processus migratoire est un facteur important. Pour aider nos entreprises à demeurer compétitives, nous devons les accompagner efficacement afin qu'elles puissent attirer les talents qu'elles doivent recruter à l'étranger. À la Ville de Montréal, nous faisons un devoir aussi de faire rayonner nos entreprises à l'échelle internationale. Même en pleine pandémie, nous avons poursuivi nos efforts pour préserver nos acquis. Nous avons même mandaté Mme Kim Thomasin de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et M. Stéphane Paquette, PDG de Montréal International, pour nous préparer un rapport avec des recommandations portant spécifiquement sur l'attractivité économique de Montréal à l'échelle internationale afin d'inclure leurs recommandations dans notre plan de relance économique. Afin d'appuyer les entreprises dans leur développement de marché hors Québec, dans le contexte de la COVID, la Ville organise aussi, en collaboration avec la Chambre de commerce, l'initiative Affaires en tandem. Plusieurs événements ont ainsi été organisés pour permettre aux entreprises de développer des relations d'affaires avec des entreprises de Lyon, de Nantes, de Toronto, de San Antonio au Texas. Et en début d'année, je rappelle qu'on a signé un accord de coopération dans le secteur aérospatial et de l'intelligence artificielle avec la région métropolitaine de Toulouse. Donc, la Ville continue d'offrir des opportunités de développement d'affaires pour nos entreprises dans le cadre d'événements internationaux de grande envergure. En terminant, permets-moi, Michel, de nous rappeler que l'année dernière, à pareille date, Montréal était l'épicentre de la pandémie au Canada et nous avions tous la crainte que notre réputation internationale soit durement atteinte. Un an plus tard, Montréal est l'une des métropoles nord-américaines qui s'en sort le mieux. On se partage l'une des 3 premières places pour la meilleure reprise de l'emploi en Amérique du Nord. On navigue entre la première et la 3e place. 2020 a vu un nombre record de projets d'investissement étrangers et un nombre record d'emplois créés par ces investissements, alors que nous étions en pleine pandémie. Et les premiers mois de l'année 2020 démontrent que nous sommes sur une lancée pour une autre année record. Troisièmement, on apprenait récemment que les billets d'avion vers Montréal s'envolaient pour décembre et que les intentions de voyager à Montréal sont très élevées et qu'elles se concrétiseront dès que les frontières rouvriront, ce qui semble se dessiner plus tôt que tard. La réputation internationale de Montréal est donc toujours enviable et cela nous aidera aussi à attirer des talents de partout dans le monde qui veulent venir s'établir chez nous avec leur famille, parce que s'il y a une grande ville dans le monde qui réussit à concilier les avantages d'une grande métropole économique et culturelle avec la qualité de vie exceptionnelle d'une ville à échelle humaine, c'est bien Montréal. Nous avons de grands défis devant nous, mais la collectivité montréalaise, son milieu des affaires et les différents paliers de gouvernement sont mobilisés comme nulle part ailleurs. C'est aussi ça qui fait notre grande force. Merci. Merci, Luc. Merci. C'est une vision très positive de ce qui se passe. Puis effectivement, je dirais que dans l'ensemble, Montréal, c'est bon de le rappeler, a changé du tout au tout en un an. Il y a un an, effectivement, on était l'épicentre canadien, puis on était un des endroits dans le monde où c'était le plus dur. Et puis, un an plus tard, effectivement, ça va bien, puis les Québécois sont vaccinés, les Montréalais sont vaccinés, c'est une bonne chose. Madame Giraud,
sachant que vous veniez, en général, le milieu des affaires se pointe puis me dit, Michel, pose-lui des questions là-dessus, pose-lui des questions là-dessus. Je vous dirais, là, tout ce qui me demande de parler avec vous, c'est l'immigration, l'immigration, l'immigration. Le premier point qui vient à l'esprit, c'est la question du rattrapage. On avait abaissé les taux au Québec, les seuils d'immigration, il y a 2 ans. On s'était mis sur une trajectoire où on allait les rehausser. Est arrivée la pandémie, au contraire de les rehausser, évidemment, ces taux-là, le seuil a beaucoup baissé. C'est pas le seuil, mais la réalité a fait qu'on a accueilli, je pense, 20 quelques mille immigrants au lieu des près de 45 000 qu'on devait accueillir. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire le rattrapage à vitesse grand V? Est-ce qu'on peut se dire qu'on a besoin de ces travailleurs qu'on n'a pas accueillis, on a besoin de ces gens qui viendraient contribuer? Alors, comment vous voyez là, les décisions en ce moment, dans les prochaines années, pour accueillir les immigrants dont on a besoin et peut-être faire ce rattrapage dont on parle? C'est une très bonne question, puis je m'y attendais un petit peu, je dois vous avouer. Je vais vous dire que l'immigration est très importante dans le cadre de la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit, mais ce n'est pas juste l'immigration. Il y a aussi, on l'a entendu, il y a aussi la requalification de la main-d'œuvre, entre autres. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se requalifier actuellement pour des postes différents et des emplois différents. Puis il y a aussi tout le travail aussi qui est fait avec ma collègue Danielle Mécan des emplois supérieurs pour attirer aussi plus de jeunes vers les emplois qui sont en demande, en fait. Parce que ça, on n'avait pas la façon de faire, c'était pas une pratique au Québec d'orienter plus notre jeunesse vers les emplois qui sont vraiment plus en demande, je dirais. C'est sûr que l'immigration devient aussi un des éléments majeurs pour aller chercher les immigrants, pour aller chercher les gens dont on a besoin. L'année 2020 a été plus difficile en immigration. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a accueilli beaucoup moins d'immigrants qu'on pensait le faire. Les seuils, on avait décidé dès le début quand on a pris le pouvoir, qu'on allait faire une planification sur 3 ans, accueillir moins d'immigrants, mieux les accueillir. C'est pour ça qu'on a mis, entre autres, la francisation en place, on a mis Accueil Québec en place, on a mis Accompagnement Québec. Donc, plusieurs éléments qui font en sorte qu'on va mieux accueillir, mieux les aider à s'intégrer, mieux les aider à apprendre le français aussi au Québec. Et dans ce cadre-là, à cause de la pandémie, on a accueilli beaucoup moins d'immigrants, à peu près 25 000 de moins, effectivement. Ce qu'on est en train de regarder maintenant, c'est pour la prochaine année, comment on peut faire en sorte de faire du rattrapage pour ces immigrants-là. On a déjà annoncé qu'on va faire un rattrapage de 7 000 personnes pour 2021. Mais là, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour justement aller chercher ces gens-là qu'on n'a pas pu admettre dans la dernière année à cause des frontières et à cause des problématiques au niveau de l'immigration. En fait, encore une fois, ça ne vous surprendra pas, mais je dirais le milieu réclame beaucoup qu'on atteigne le fameux 60 000 qui serait dans l'ordre de ce qui nous permettrait de faire un rattrapage et peut-être aussi d'avoir psychologiquement, en temps normal, un 55 000 qu'on accueillerait. Là. Bon. Et il a été évoqué la possibilité que vous alliez en consultation auprès du milieu, auprès de la société, pour discuter de ces seuils au courant de l'été. Alors, là, il y a comme un flou. Est-ce que vous allez en consultation cet été ou pas? Ou bien vous pouvez nous annoncer aujourd'hui même que les seuils seront au-dessus de 60 000 et à ce moment-là, peut-être qu'on n'a pas besoin de cette consultation. Comment vous voyez les prochaines décisions? Ni un ni l'autre. Non, les seuils ne seront pas au-dessus de 60 000. On a déjà une planification qui est en place pour les 3 prochaines années, incluant l'année prochaine. Cette planification-là déjà démontrait qu'on allait tranquillement remonter les seuils, accueillir les immigrants de la bonne façon, en fait. Et on va continuer cette planification-là, mais on va s'assurer d'essayer d'être capable de rattraper les gens qu'on n'a pas accueillis les dernières années. Pour ce qui est de la consultation venait après une planification, en fait, un projet de planification pas triannuel, mais multi-annuel, qu'on avait peut-être pensé faire un petit peu plus tôt que prévu, parce que ça se termine vraiment l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine. Mais avec toutes les stratégies qu'on est en train de discuter maintenant, avec tous les positionnements qu'on est en train de faire avec le fédéral aussi, particulièrement au niveau des travailleurs temporaires, les travailleurs étrangers temporaires, particulièrement aussi au niveau du PRTQ qu'on essaie de repositionner, on a décidé qu'on ne fera pas de consultation cet été. À la place, on veut vraiment se positionner puis s'occuper des priorités. Vraiment ça. À défaut de consultation, je vous dirais, vous allez voir le milieu des affaires lancer des messages très clairs. Parce que c'est clair que, présentement,
Tout le monde parle de cet enjeu de recrutement. Puis vous avez bien dit tout à l'heure, une des stratégies qu'on a utilisées, c'est d'essayer de diriger les gens vers les emplois en demande. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on va rouvrir un secteur, bien, ce secteur-là a perdu une partie de son personnel. Et dans la restauration qu'on vient de rouvrir, c'est 22 de personnel qui manque, juste en restauration. Mais dans tous les secteurs où théoriquement on a redirigé des gens, on nous appelle pour dire qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, ce qui m'amène à parler des travailleurs temporaires, les fameux 50, je pense que c'est 51 000 dossiers de travailleurs temporaires qui sont en attente de traitement à Ottawa et qui font en sorte qu'on a une espèce de masse de dossiers. Est-ce que ça serait envisageable de se dire que cette année, là, on se donne un défi collectif, Québec, Ottawa, le milieu des affaires, qu'on admette tous ces 51 000-là, puis on repart l'année prochaine à zéro? Autrement dit, ce sont des gens qui sont ici, qui sont déjà intégrés. Tout ce qu'on a à faire, c'est des processus administratifs. On met ça derrière nous, c'est fait, et on regarde vers l'avant. Est-ce que ça serait envisageable d'avoir cette approche ensemble? En fait, c'est pas aussi facile que ça, parce que vous le savez, quand on regarde juste ce qui s'est fait, entre autres, au fédéral, déjà au mois de mai, je pense que c'était le 6 mai, il y avait eu un reportage qui disait que le fédéral avait déjà ralenti le traitement de ces dossiers-là. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire, justement, pour être capable de traiter ces dossiers-là. Et ce que j'essaie aussi de discuter avec mes homologues fédéraux, c'est ces gens-là, ce ne sont pas des numéros, ce ne sont pas des dossiers, ce sont des familles, ce sont des gens qui attendent, ce sont des êtres humains. Et c'est important de faire en sorte qu'on prenne soin, justement, de ces dossiers-là. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que, d'abord, ils respectent nos seuils d'immigration, ils fassent le rattrapage dont on a besoin, puis qu'ils traitent de plus en plus rapidement les dossiers qu'on leur envoie, parce qu'actuellement, c'est beaucoup trop long, là, ce qu'on attend, les gens qui attendent ici pour avoir leur résidence permanente. On va être des alliés là-dessus. Je vous dis que les pressions sur Ottawa pour que ça se fasse bien, que ça se fasse bien, que ça se fasse vite, vont venir du milieu des affaires. C'est d'après moi le dossier qui s'en vient, dont on va parler continuellement dans la prochaine année. C'est la main-d'œuvre, la main-d'œuvre, la main-d'œuvre. Vous l'avez bien dit, les travailleurs expérimentés, les jeunes, la requalification, l'investissement dans l'amélioration de la productivité, tout ça, ce sont des solutions. Mais cet apport de travailleurs étrangers, de travailleurs temporaires et d'immigrants va être au cœur de tous les débats qu'on va avoir et on sera alliés vers le gouvernement fédéral pour qu'il s'améliore. Luc, merci de ta patience. Il y avait plusieurs dossiers, là, puis je te dirais, là, les gens me disaient, Michel, si tu ne poses pas ces questions-là à ministre Giroux, je ne sais toujours pas ce que tu fais là. Fait que bon, voilà, il fallait que je les pose. Luc, un des défis qu'on a, et tu l'as bien dit, je pense que ça se passe mieux qu'on l'avait anticipé, c'est le positionnement de Montréal à l'international comme ville économique. À travers le temps, on a eu du Montréal ville de savoir, qui a un peu de côté économique. On a eu beaucoup le Montréal métropole culturelle, Montréal ville de festival. Beaucoup de gens du milieu des affaires disent l'image internationale de Montréal sur le plan économique, elle est mal définie. Il y a d'autres villes qui s'en sortent beaucoup mieux. Donc, depuis longtemps, on réclame qu'à Montréal, on réussisse cet exercice de se positionner d'un point de vue économique à l'international. Quelle est ta lecture présentement de ce qu'on peut faire, de ce qu'on devrait faire pour réussir ce tournant vers l'international? Bien, c'est une bonne question, d'ailleurs, qui a été posée à la mairesse lors de votre dernière rencontre vendredi, je crois. Il y a deux choses, je pense. Les chiffres nous démontrent que notre positionnement économique est fort. Montréal, ville d'investissement, ville pour faire des affaires, ça marche parce que les entreprises investissent à Montréal. Donc, les chiffres le démontrent. Ensuite, c'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs qui nous disent le positionnement n'est pas assez clair, pas assez fort sur Montréal, ville économique, et c'est pour ça que dans la foulée du rapport Thomasin-Paquet, on a mandaté Montréal International pour faire une approche auprès des différents partenaires stratégiques qui sont présents à l'échelle internationale sur cette idée-là pas seulement d'une image de marque commune, mais d'une stratégie commune de promotion de cette image de marque-là. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est au-delà de l'image, ça prend aussi des acteurs qui participent avec nous à promouvoir Montréal. Et on en a plusieurs qui ne demandent qu'à le faire. Et c'est à nous, avec nos partenaires, de prendre le lead là-dessus. Un dossier sur lequel j'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle, on en parle de plusieurs angles, c'est le dossier du Palais des Congrès. Et le dossier du Palais des Congrès, pourquoi je l'amène? C'est parce qu'on en parle souvent sous l'angle touristique. On en parle un peu sous l'angle économique, mais fondamentalement, c'est un des grands outils d'internationalisation de notre économie que d'accueillir ici des grandes foires commerciales, des grands congrès internationaux. On le sait souvent, nous-mêmes, du milieu des affaires, on découvre des nouveaux marchés parce qu'on a eu un prétexte d'y aller, puis c'est souvent un congrès comme celui-là. Alors, j'aimerais t'entendre, Luc, d'abord, du point de vue de la Ville, est-ce que c'est clair qu'il y a un projet d'agrandissement du Palais des Congrès qui est soutenu par la Ville et qui serait prêt à partir si le financement était là?
c'est clair qu'il y a un projet d'agrandissement du Palais des Congrès qui est soutenu par la Ville et on est prêt à faire ce qu'il faut pour que ça arrive. Mme Giraud, vous voyez venir la question. Est-ce qu'on peut compter sur le gouvernement du Québec pour décider que c'est prioritaire d'avoir un palais des congrès qui va nous permettre d'accueillir ces grandes foires qu'on ne peut pas accueillir maintenant parce qu'on n'a plus l'espace, on n'a pas assez d'espace quand on se compare aux grandes villes qui ont investi pour agrandir leur palais des congrès, leur centre de foire? Bien, je vous dirais deux choses. La première, c'est que le palais des congrès, c'est la responsabilité de ma collègue du tourisme, Caroline Proulx. Je suis certaine que vous pourriez lui poser la question directement à Caroline, mais moi, de mon côté, je sais que plusieurs de mes chefs de poste ont travaillé ici à faire soit des conférences ou soit des allocutions au Palais des Congrès, puis entre autres avec la Chambre de commerce. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont participer aujourd'hui. Et dans tous les cas, je sais qu'ils vantent beaucoup le Palais des Congrès à l'international et qu'ils vantent beaucoup justement Montréal à travers son Palais des Congrès. Fait que c'est quelque chose qui est pour nous un élément crucial de la ville. J'imagine que la ministre Proulx est à l'écoute, ou si elle n'est pas, on va lui transmettre, mais c'est clair que le Palais des congrès, à travers le temps, ça a été un cas de succès, c'est-à-dire qu'on a accueilli énormément de congrès, ce qui a fait de Montréal la première ville de congrès internationaux d'Amérique du Nord. Bon, on triche un petit peu quand on dit ça, parce que dans le fond, c'est qu'aux États-Unis, il y a des villes de congrès encore plus grandes que nous, mais c'est des congrès nationaux, c'est des méga congrès américains. Alors, on a réussi à tirer notre épingle du jeu internationalement. Tu parlais de la réputation, Luc, qu'on a à l'international. Bien, sur cet angle-là, on réussit. Mais là, on est un peu à l'étroit. Donc, j'en parlerai avec la ministre Proulx, mais je vais mobiliser chaque ministre du gouvernement du Québec qui touche à ces questions-là. Je n'en doute pas. Madame Giraud, parlons un peu de vos délégations. Le milieu des affaires, je pense, apprécie beaucoup le tournant que vous avez mis en place. C'est juste qu'on n'a pas eu tellement l'occasion de l'expérimenter parce qu'est arrivée la pandémie. Alors là, présumons, on est dans quelques mois. Donc, la pandémie, quelque part, est contrôlée. On retravaille à l'international. Comment vous voulez que le milieu des affaires aborde nos délégations? Passant par Investissement Québec International, qui est présent là-bas, passant par les délégués eux-mêmes. Quelle est la façon de travailler avec cette nouvelle stratégie à l'international du point de vue des délégations? En fait, les délégations travaillent à l'international avec, ici, Investissement Québec. Donc, la porte d'entrée, c'est Investissement Québec, qui, eux, vous savez, dans le virage économique, une des choses qu'on a faites, puis je pense que c'est la plus belle réalisation, c'est, oui, le virage économique des délégations, oui, les chefs de poste qui ont vraiment une optique une vision très économique et un profil très économique, mais aussi, surtout, le travail de synergie qui a été fait avec Investissement Québec et avec le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui étaient trois entités qui, en fait, surtout Investissement Québec et nous, c'était trois entités qui ne travaillaient pas beaucoup ensemble. Il y avait beaucoup de travail en silo, alors que maintenant, c'est vraiment un travail qui est conjoint. C'est vraiment une équipe, c'est une grosse force de frappe. Et c'est délégation à l'étranger et Investissement Québec ici. Donc, vraiment, la porte d'entrée, c'est vraiment Investissement Québec. Maintenant, à partir de là, si les gens ont des contacts avec des délégations, oui, directement aux délégués, il n'y a aucun problème, là. Absolument aucun problème. Mais le travail se fait beaucoup, en grande majorité avec Investissement Québec. Très bien, très bien. J'ai l'impression qu'on va se tester dans quelques mois parce qu'il va y avoir, comme dans beaucoup de choses, j'ai l'impression, énormément de mouvements d'un coup. Quand on va avoir la possibilité de se déplacer, les gens vont se déplacer. Moi, j'imagine qu'il faut dire à vos gens, à l'autre bout, dans les délégations, préparez-vous, là, il y a un tsunami de demandes d'appui qui s'en vient parce que les entreprises vont vouloir reprendre contact avec leurs clients, avec des nouveaux clients, faire du développement d'affaires, les fournisseurs, éventuellement aussi tout le travail d'attraction de l'investissement étranger, donc essayer de trouver les gens à l'international qui seraient désireux d'investir en Amérique du Nord. Luc, peut-être une dernière question sur notre capacité de travailler de façon très fluide quand arrivent ces investisseurs étrangers. On l'a vu dans le passé, il y a des moments où les investisseurs étrangers n'arrivent pas toujours avec le projet qu'on a vu venir. Ils arrivent parce que d'un point de vue de la dynamique d'affaires, ça fait du sens. Souvent, Montréal International ou Investissement Québec International vont avoir travaillé un peu avec ces gens-là pour les intéresser à venir. Et là, la question qui se passe, c'est comment on fait pour que ça soit le plus fluide, le plus rapide possible? Et souvent, on va être surpris. On avait peut-être des plans d'aménagement qui étaient un peu différents. On avait peut-être des visions de type d'investissement un peu différents. Comment on travaille pour que ça se passe rapidement et que Montréal, comme ville d'accueil d'investisseurs étrangers, soit la plus efficace possible?
Oui, bien, un des éléments, c'est qu'on a la chance d'avoir la meilleure agence de développement économique international au monde. Montréal International a gagné la dernière année une reconnaissance à cet effet-là. Et la relation entre Montréal International et la ville, particulièrement le service de développement économique, est étroite. Donc, il y a des relations constamment. Moi, je suis interpellé quand il y a des enjeux et je peux vous dire que sur plusieurs projets, on agit très rapidement et de manière très fluide. Donc, il y a des enjeux, il y a un projet important, on veut qu'il se passe. Les interlocuteurs se parlent. Et, bon, évidemment, dans une grande ville, il y a des règles incontournables, mais on est présent puis on est très, très proactif. Très bien. Peut-être, Mme Giroux, une dernière question sur nos universités. À travers le temps, j'ai participé à plusieurs missions à l'étranger, comme beaucoup de gens. Et dans ces missions-là, j'ai souvent vu une université qui venait faire des événements, parfois avec les alumni internationaux, pour se mettre en valeur. J'ai peu vu les universités travailler ensemble à l'international pour projeter l'image d'un Québec du savoir, de Montréal, ville universitaire par excellence. Et je me suis souvent posé la question, est-ce qu'on laisse les universités développer ça d'elles-mêmes ou est-ce que peut-être on peut les accompagner pour projeter encore plus la force du Québec et de Montréal à l'international au niveau de notre enseignement supérieur? En fait, on fait les deux. Les universités, entre autres, le font par elles-mêmes, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement au niveau des universités. Puis je ne sais pas si vous avez vu notre nouvelle image de marque à l'international, qui est très dynamique et qui inclut aussi les universités. Donc, certaines universités ont déjà commencé à l'utiliser pour se positionner à l'international. Fait qu'on fait beaucoup de travail au niveau des universités. Et ce travail-là est important parce qu'on veut justement aller chercher non seulement des étudiants pour ces universités-là, mais aussi, dans notre vision internationale du Québec, un de nos éléments, c'est d'internationaliser notre savoir, mais aussi toute notre expertise, notre recherche. Et ça provient des universités. Donc, on veut aussi positionner nos universités à l'extérieur du pays. Mais merci. Merci à vous deux d'avoir participé à cet échange, d'avoir accepté mes questions. Tout ça découle, entre autres, d'un constat qu'on a fait il y a quelques années avec Montréal International et avec Investissement Québec International, dans le cadre d'une étude qu'on avait faite sur les villes internationales. Et ce que cette étude-là avait démontré, c'est que plus une ville est internationale, plus ça a un impact positif, entre autres sur le revenu des ménages. Et quand on pense aux citoyens, et on essaie de mettre ça de l'avant pour tout le monde, c'est que plus on va être fluide au niveau international, que ce soit dans l'accueil d'investisseurs, dans l'accueil d'étudiants, dans l'accueil de travailleurs, dans nos relations aussi vers l'extérieur où on exporte, où on collabore au niveau du savoir, plus on va réussir ça, plus on va avoir une économie qui est riche et plus ça a un impact sur le revenu des ménages. Et c'est pour ça, donc, que c'est tellement fondamental qu'on garde cette vision d'un Montréal et d'un Québec ouvert sur le monde. C'est un facteur de création de richesse pour nous tous et pour Montréal comme centre de cet écosystème-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Et sur ça, je pense que Jessica, si tu reprends le contrôle. Oui, merci beaucoup pour cette discussion fort intéressante. Merci à la ministre Joly qui était parmi nous. Merci beaucoup, Mme Giroux, M. Rabouin et Michel. Donc, nous allons enchaîner avec une courte pause pour permettre la désinfection des lieux du studio. Nous vous invitons à profiter pour visiter l'espace virtuel kiosque. Vous pourrez voir nos kiosques virtuels. Puis, on se retrouve dans quelques minutes.
Votre entreprise est prête à se développer à l'international? Avec le PAC, créez votre stratégie à l'international en seulement quelques semaines. Bénéficiez d'une formation pour outiller votre entreprise, d'un accompagnement pour élaborer votre stratégie à l'international et du mentorat d'experts pour évaluer votre stratégie. Parmi les anciens participants, 71 % ont percé de nouveaux marchés et ont vu leur chiffre d'affaires à l'international multiplié par 3 dès la première année. Faites comme eux et accélérez votre développement à l'international. Contactez-nous.
Re-bienvenue. Poursuivons avec notre premier panel « Collaborer pour l'internationalisation de notre économie et le succès de la relance ». Je vous présente M. Hubert Bolduc, président Investissement Québec International. Bonjour. Bonjour. M. Michel Leblanc, président et chef de la direction Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Rebonjour tout le monde. Rebonjour. Avec nous virtuellement, Mme Catherine Loubier, déléguée générale du Québec à New York, ministère des Relations internationales et de la francophonie. Bonjour. Bonjour. Et M. Stéphane Paquet, président directeur général Montréal International. Bonjour. Bonjour. À l'animation, Mme Diane Langlois, vice-présidente Affaires publiques et relations gouvernementales à la Chambre. À toi la parole, Diane. Merci beaucoup, Jessica. Alors, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous ce matin pour ce panel qui portera sur la collaboration pour l'internationalisation de notre économie. Plusieurs ont eu cette vision que la pandémie a stoppé complètement tout ce qui se passe à l'international. Pourtant, les résultats de la dernière année démontrent que malgré tout, Montréal et le Québec s'en tirent bien. Par exemple, Montréal a obtenu le 2e rang mondial du Financial Times pour sa stratégie d'attraction d'investissements étrangers. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais vous entendre sur vos impressions quant à la situation actuelle du Grand Montréal par rapport à l'internationalisation. Stéphane, Montréal International a dévoilé en février dernier ses résultats pour 2020. Selon votre perspective, quel est l'état de la situation de l'international de Montréal présentement? En fait, merci Diane. Globalement, je dirais qu'on s'en sort beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu craindre il y a 15 mois, quand tout le monde est parti chez eux avec son petit sac sous le bras en disant « on ne sait pas trop exactement quand est-ce qu'on va revenir ». Donc, on s'en sort mieux. Je vous dirais, du côté des investissements directs étrangers, vous avez mentionné les résultats de l'année dernière, mais même pour le premier trimestre de cette année, on n'a jamais eu un premier trimestre aussi imposant que celui-là. Du côté des organisations internationales aussi, on voit que Montréal maintient sa place, son attractivité reste bonne sur l'ensemble de la planète. Là où c'est plus difficile, puis je présume qu'on aura l'occasion d'en parler un peu, c'est du côté de l'immigration. Parce qu'avec des frontières fermées, c'est compliqué. On voit, et même avec des frontières ouvertes, c'est pas toujours facile. Ça prend plus de fluidité que ce qu'on a vu dans le passé, et les frontières ne viennent que compliquer une situation qui est pas simple. Merci, Stéphane. Du côté de Investissement Québec International, Hubert, est-ce que vous avez la même perception? Oui, bien, Stéphane y a fait mention. Effectivement, le premier trimestre, ça a été très bon. Puis dans ce qui nous concerne, notre année étant pas au calendrier, mais bien fiscal gouvernemental, on l'a vu dans nos résultats, on a augmenté des investissements directs étrangers d'environ 30 année sur année. Donc, on n'a pas vu vraiment d'impact. Puis ça, c'est sur la grandeur du Québec. Puis au niveau des exportations, on a, oui, eu une baisse des exportations globalement, mais le Québec a mieux fait que l'Ontario, a mieux fait que le reste du Canada, avec des baisses d'environ 8 versus 10 ou 12 Donc, finalement, je pense qu'on n'a pas vraiment connu un impact si grave en matière d'investissement étranger, puis en matière d'exportation, c'est somme toute minime. Merci beaucoup. Catherine, de votre côté, vous qui représentez le Québec à New York, quel est votre point de vue sur l'état des lieux actuels? Oui, bien, je suis d'accord avec mes collègues. On a continué le travail, on a continué à servir le client à partir des postes un peu partout dans le monde. On s'est tourné très rapidement vers le virtuel. Je pense qu'on a démontré de l'agilité. Après les premiers mois qui étaient un peu surréalistes, là, effectivement, on s'est remis à faire des affaires et les résultats parlent par eux-mêmes. M. Bolduc en a parlé. Juste à New York, on a fait plus de 475 rencontres d'affaires. On a levé 5 options de financement pour nos minières juniors. 52 entreprises ont confirmé des ventes fermes et tout ça avoisinant le 200 millions en résultats. Donc, la frontière est restée ouverte aussi aux chaînes d'approvisionnement critiques et aux travailleurs essentiels. Ça, c'est beaucoup de monde puis beaucoup de camions. En fait, le trafic de marchandises est à peu près le même que l'année avant la pandémie. On a fait aussi avancer des grands dossiers là, malgré
que je suis dans la ville la plus touchée au monde, qui a été la plus touchée au monde par la pandémie de COVID. En septembre dernier, on a confirmé un changement réglementaire historique pour permettre à Hydro-Québec de participer à un appel de proposition pour la première fois de son histoire pour un contrat à long terme. Et cet appel de proposition-là a été lancé en janvier de cette année, donc un appel assez complexe, le plus complexe, je pense, de l'histoire récente de l'Agence de l'énergie de New York. Et ça, c'est important parce que c'est un potentiel de revenus de 20 milliards sur 20-30 ans pour le Québec. Donc, on sent il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de capital, il y a beaucoup de capital en recherche d'occasion, si je peux dire. Alors, la frontière fermée au non-essentiel, mais les affaires ont continué. Surtout pour des secteurs qui ont été stimulés par la crise, donc tout ce qui est télémédecine, télééducation, contenu visuel qui se retrouve sur des plateformes comme Netflix, produits liés à la COVID, produits médicaux, etc. Bien sûr, en terminant, le tourisme a souffert, l'hôtelier, ce sont des secteurs qui ont été les plus touchés, mais quand on regarde l'ensemble des résultats, effectivement, comme le disaient mes collègues, on s'en tire bien. Bonne nouvelle. Justement, en parlant de l'ouverture des frontières, il y a eu du mouvement entre Ottawa et les provinces. Pour le moment, on sait que ça se fera par étapes, qu'on privilégiera les gens vaccinés à 2 doses. Michel, la Chambre a été très vocale sur ce sujet dernièrement. Qu'est-ce qui manque pour permettre le retour des rencontres d'affaires en présentiel? Merci, Diane. Je vais répondre à ta question, mais avant, je veux revenir sur l'état de situation. Parce que je trouve que quand on a développé il y a quelques années notre lecture de l'internationalisation de Montréal, on avait regardé certains éléments. Puis, je dirais, dans la pandémie, là, le premier élément qu'on a regardé, c'est qu'on est une ville branchée, les échanges de données. Puis ça, quand on parle avec le milieu universitaire, ce qu'on nous dit, c'est que la recherche collaborative internationale là, a été très, très, très active, et notamment, entre autres, dans le domaine de la santé. Donc, de ce point de vue-là, peu affecté. Ensuite, on dit, les investissements, Stéphane, tu le disais, Hubert, tu le disais, c'est assez OK. Dans le fond, le capital, il est mobile, et si on est capable de faire les liens internationaux, bien, on est une place d'accueil, puis le capital est venu, l'investissement a eu lieu. Ensuite, on arrive les biens. Puis là, on dit exportation en baisse. Les biens, c'est plus rigide. Puis, on a eu 2 grèves au port pendant la pandémie. Et donc, ça a affecté aussi nos capacités d'exportation. Ça a ralenti nos processus. Puis, finalement, les humains. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est évidemment la pandémie, fermeture des frontières, c'est là que ça a capoté. Puis, ça a capoté d'aplomb. Là, on parlait avec la ministre Giraud. Les talents dont on a besoin en pleine période de pénurie de main-d'œuvre ne sont pas arrivés au nombre où on le pensait. Les étudiants, ville universitaire, quand on pense au tourisme, on va y arriver, mais les étudiants ne se sont pas pointés. Et donc là, ça affecte beaucoup l'esprit de Montréal, ce qui est Montréal, ce qui est aussi l'impact économique sur un paquet de secteurs qui bénéficient de ces jeunes du reste du monde. Et puis finalement, les touristes qui ne sont pas venus. Alors, donc c'est simplement pour faire le lien avec notre cadre d'analyse. Je pense qu'on est pile poil et on voit que les impacts, dépendamment de ces éléments-là d'internationalisation, sont très différents. Ce qui amène à dire la réouverture des frontières, bien, on l'a dit, ce n'est pas les investisseurs qui ont été bloqués. Ils ne sont pas venus peut-être ça aurait été utile, mais c'est beaucoup le monde. Là. La réouverture des frontières, c'est est-ce qu'on peut s'en aller vers une réouverture à un rythme qui est semblable au reste du monde? Et présentement, le milieu des affaires qui me parle est très critique de notre approche. C'est comme si on avait été lent au départ à bien gérer comment on devrait fermer nos frontières. Et là, on est lent aussi à bien gérer comment on devrait les rouvrir, nos frontières. On voit en Europe, approche très pragmatique, c'est normal, circulation, on est plusieurs pays. On le voit aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, les vols intérieurs ont repris. Et on voit qu'il y a un contrôle de la santé publique relativement bien fait aux États-Unis et dans la plupart des zones de l'Europe. Et nous, au Canada, on est encore en train de se dire que l'hôtel, on va suspendre ça à partir de juillet pour les doubles vaccinés.
c'est comme si on ne reconnaissait pas ici le double vacciné. Puis le milieu des affaires dit, moi, là, ce que je veux, c'est être dans les avions. Je veux envoyer mon monde faire du développement d'affaires dans les avions le plus vite possible. Et s'il y a des investisseurs potentiels, je veux qu'ils viennent ici parce que ça va faciliter les discussions. Bien, tu l'as dit, Michel, c'est sûr que oui, on a eu, somme toute, une bonne année, une très bonne année en matière d'investissement étranger, mais on avait des pipelines qui étaient bien garnies. Puis là, on a commencé à vider les pipelines. Puis je pense à la même chose chez Montréal International puis chez Québec International. Donc là, il faut retourner dans les avions vite. Puis il faut commencer à aller rechasser des investissements étrangers. Parce que même nos gens en international, ceux qui sont dans les délégations, bon, là, à New York, Catherine, je pense qu'elle est capable de se déplacer puis d'aller faire des rencontres face à face. Mais ça commence à nous manquer. Puis du côté export, c'est la même chose. Il faut que nos entreprises soient capables de les asseoir devant des clients potentiels à la grandeur de la planète. Puis la réalité, c'est vrai pour nos employés, mais c'est vrai pour les investisseurs aussi. Si Montréal est sur une courte liste de 5 villes, les 4 autres sont aux États-Unis, c'est Boston, c'est Atlanta, c'est New York, puis c'est Los Angeles. Bien, l'investisseur européen va dire, bien, OK, je peux faire les 4 américaines, mais le Canada, je ne peux pas y aller, c'est trop compliqué. Bien, parfait, je vais aller aux États-Unis, c'est tout. Donc, c'est ça la réalité présentement pour certains pays. Et Catherine, je ne sais pas si... Oh, pardon, si vous voulez ajouter justement votre perception du côté des États-Unis. Oui, bien, on a fait, écoutez, on a fait des choses pas mal incroyables. On a réussi à lever la main pour des chaînes d'approvisionnement importantes qui se pointaient aux États-Unis. On a créé des ateliers avec les donneurs d'ordre et nos entreprises. On a tout fait ça virtuellement, puis je peux vous donner des exemples plus tard. Mais à un moment donné, alors que la vie est recommencée, qu'on regarde le Canada quand on est aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un décalage. Et c'est inquiétant parce qu'il ne faut pas manquer le bateau. Et quand la frontière va complètement réouvrir, ben c'est vrai qu'il faut... on va avoir un tsunami, comme le disait M. Leblanc. Mais il y a quelque chose là qui est un petit peu inquiétant sur le décalage. Ici, la vie est complètement recommencée. Les gens voyagent. Ceux qui ont de retour au bureau le sont, mais en tout cas, les grands centres d'affaires sont revisités. C'est recommencé ici. Donc, il y a quelque chose d'inquiétant aussi quand tu passes la frontière canadienne, puis tu es double vacciné, comme je le suis depuis plusieurs mois. Merci à l'État de New York. Et qu'il n'y a aucune mesure pour reconnaître ça. Ça, c'est aussi un peu... on voit qu'il y a un décalage, là. Justement, c'est quoi la stratégie du gouvernement pour bien positionner Montréal et le Québec, compte tenu que les États-Unis, c'est notre plus grand partenaire commercial? Là, j'ai de la misère à vous adresser à moi. Écoutez, désolée, Catherine, j'aurais dû... Oui, moi, je vous vois très, très bien. Non, la question, la question est adressée à vous. C'est ça, c'est quoi la stratégie du gouvernement pour qu'on positionne bien Montréal et le Québec, compte tenu que les États-Unis, c'est notre plus grand partenaire commercial? Oui, il faut le dire, hein, c'est très, très important. La ministre a parlé un peu plus tôt dans la conférence de la stratégie territoriale sur les États-Unis. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va continuer à faire ce qu'on fait, mais avec plus de ressources et de manière plus stratégique dans le triangle là, qui est Midwest, Mid-Atlantique, qui a énormément de potentiel encore, mais aussi dans des régions à fort potentiel comme le Sud, Sud-Ouest. Notre stratégie, c'est vraiment de continuer à mettre des entreprises du Québec avec des entreprises américaines. On l'a fait énormément pendant la pandémie. Je vous donne quelques cas là, de choses qui se sont passées pendant la pandémie. Au Japon, mon collègue David Brulotte a réussi à faire un rapprochement entre Bowman Factory et les partenaires fédéraux et japonais là-bas en Asie. Et puis, on a pu livrer un contrat majeur pour une animation multimédia à la gare de Shinjuku à Tokyo. On a fait la même chose d'ailleurs à New York. Bowman Factory est dans la gare maintenant à Monahan, la toute nouvelle gare à Manhattan. Donc, c'est des projets extrêmement importants et ces deux gares-là, à L2, c'est à peu près 2,5 milliards de personnes qui passent dans ces installations-là à chaque année. On a aussi misé vraiment sur le créneau vert, puis on va continuer à le faire. Il y a vraiment un air d'aller aux États-Unis, surtout avec l'arrivée du président Biden, l'investissement en infrastructure, la priorité à l'électrification des voitures, la réparation de la grille électrique aux États-Unis, les 30
30 000 mégawatts que le président Biden a annoncé en éolien en mer, la priorité à la transition énergétique, tout le monde en parle. Alors nous, on est très, très bien positionnés avec nos entreprises. On a déjà des beaux succès là, dont je pourrais vous parler. AdEnergy installe ces jours-ci les premières bornes de recharge dans les rues à New York. Écosystème verdit les édifices. Marmen installe un centre d'assemblage au port d'Albany pour construire ces éoliennes en mer-là. Donc, on va continuer à miser sur la filière verte et sur la stratégie batterie du Québec qui met en lumière nos entreprises comme Nouveau Monde Graphite. Et on va continuer à pousser batterie, minéraux stratégiques, électrification des transports. C'est un peu, je terminerai en disant, le moment du Québec à cet égard-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le système, il y a beaucoup d'intérêt, du financement jusqu'à l'entreprise. Il y a des exigences presque d'investir dans le vert. Et donc, cet objectif-là suit l'argent dans son parcours un peu partout. Il faut être là, il faut être au rendez-vous. Et puis, on l'est. Nos délégations sont très actives. Puis on a des superbes compagnies qui peuvent vraiment devenir des grandes compagnies et produire à partir du Québec les produits de l'économie verte de demain. Merci beaucoup. Stéphane, tu voulais ajouter? Oui, bien en fait, quand on parle de l'image de Montréal à l'étranger, je pense que j'ai envie de vous ramener à l'été dernier, au moment où il y avait différents comités mis sur pied par la mairesse pour la relance de Montréal. Et avec Kim Thomasin, on a fait la portion internationale de ce sous-groupe-là. Et un élément qui, moi, m'a surpris, c'est que cette demande-là d'une image commune, de message commun du Grand Montréal vers l'étranger, c'est pas nous qui avions besoin de l'aborder. Ce sont les gens d'affaires, ce sont les universités qui nous ont dit, regardez, il faut faire quelque chose, il faut avoir un message commun comme d'autres villes dans le monde en ont. Donc, voilà, on a soumis cette recommandation-là. Et puis, depuis, donc, la mairesse nous dit, ben, Stéphane, veux-tu, s'il te plaît, continuer à avancer la chose? Donc, cet automne, on va reconsulter les gens une dernière fois. Puis, ce que j'espère, c'est que peu importe qui sera maire ou mairesse de Montréal au mois de novembre, c'est que rapidement, on soit capable de se lancer en disant, ben voici la nouvelle image de marque. Tout le monde est d'accord, on avance et voilà, tout le monde pourra l'utiliser. D'avoir une signature à l'international pour Montréal. Une signature, des messages clés, savoir qu'est-ce qu'on dit quand on parle de Montréal. Parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas connus des Montréalais. Par exemple, bon, je parle des organisations internationales parce qu'on connaît un peu ça chez Montréal International. Bien, on est la 3e ville en importance dans les Amériques pour le nombre d'organisations internationales. Qui sait ça? Très peu de gens. Donc, dans notre message à l'étranger, je pense que ça fait partie des éléments qu'on peut et doit mettre de l'avant. Oui, Michel. Oui, j'allais dire, pour reprendre le thème de notre panel qui est collaborer. Moi, ce que je pense, c'est que c'est important que les gens réalisent à quel point on se parle souvent. On est sur un panel ensemble. Catherine, on ne se parle pas assez souvent, mais je regarde ton fond d'écran et je me dis, il faut que j'aille à New York rapidement. Là. Mais la réalité, ça nous fait plaisir de t'accueillir, Michel. On va venir bientôt, je te jure. Mais c'est exactement ça qui s'en vient. C'est que là, on se parle et nous, de la Chambre, on est en train de regarder l'organisation de missions. Là, puis je dis aux gens qui nous écoutent, déjà, des missions en présence vers l'international vont se confirmer ou vont se mettre dans les écrans très rapidement. Donc, on va le travailler ensemble. Mais là où je veux en venir, c'est que devant nous, à partir de cet automne, peut-être, je ne suis pas sûr que c'est durant l'été, à partir de cet automne, vous allez travailler au corps, les investisseurs potentiels. On va travailler avec notre base ici qui va vouloir aller à l'international. Je disais, autant Catherine que les délégués généraux, préparez-vous parce qu'il y a énormément de gens qui ont suspendu leur développement d'affaires. Oui, ils ont gardé des relations avec leurs clients durant la pandémie via le web. Oui, ils ont parlé avec leurs fournisseurs. Mais là, ça va être du monde qui va vouloir aller sur le terrain, faire du développement d'affaires. Et peut-être là, moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de moments forts, de leadership. Je ne veux pas le mettre sur la sellette, mais on a un nouveau ministre, Éric Girard, qui est aussi le ministre des Finances. On avait un ministre Fitzgibbon qui faisait ça à temps plein. Je pense qu'Hubert, il va falloir nous aider, toute la gang, à dire à quel moment on y va en gang, à quel moment on y va en solo. Puis, évidemment, Catherine et tous les délégués, vous allez recevoir plein de demandes. Ben, moi, je pense qu'on va vivre ce que les États-Unis ont vécu, le revenge travel.
puis les gens vont vouloir sortir le plus vite possible dès qu'ils vont pouvoir. Les premières missions, nous, on a commencé à pouvoir annoncer des missions. La première, c'est en septembre, le Battery Show à Détroit. Donc, je pense qu'à partir du moment où les gens vont faire leur premier voyage à l'étranger, puis qu'ils vont connaître la mécanique, qu'ils vont voir que c'est simple, c'est efficace, puis que tu n'es pas obligé de passer 2 semaines à l'hôtel, bien, je pense que ça va repartir assez vite. Mais il va falloir prioriser, puis collaborer, puis s'assurer que les premiers grands événements, mais qu'on frappe fort. Mm-hmm. Mais si je peux insister sur le thème de la collaboration, c'est vrai ce que tu dis, Michel, on se parle, puis c'est comme ça que les choses avancent. Mais aujourd'hui est un excellent exemple. Au-delà du fait qu'on a tous nos logos, puis on est co-organisateurs de l'événement, bien, on organise ensemble la première journée Montréal, la journée Québec Tech. Donc, on fait une mission de recrutement ensemble. Là. Donc, nos 3 organisations ont travaillé ensemble. Puis, le fruit de ça? Bien, c'est une trentaine d'entreprises qui vont faire des entrevues au cours des 2 prochaines semaines. On a reçu tout près de 10 000 candidatures, des candidats uniques d'un peu partout sur la planète, des gens qui veulent venir travailler à Montréal. Donc, et ça va se passer au cours des 2 prochaines semaines. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Fait que moi, je nous dis bravo, humblement, mais je pense qu'il faut le souligner parce que c'est vos réseaux, Michel, vos réseaux, Hubert, les nôtres, parce que ça fait quelques années qu'on fait ça, mais ensemble, on peut en faire plus. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au cours des prochains jours. Belle initiative. J'aimerais qu'on revienne sur les secteurs stratégiques pour la relance, notamment les technologies de l'information, l'intelligence d'affaires, l'intelligence artificielle, le manufacturier innovant. On a parlé beaucoup de relance verte tantôt avec Catherine. Hubert, un des éléments justement qui fait l'unanimité, c'est l'importance d'une relance verte. Comment supporte-t-on l'internationalisation de ce secteur? Je pense que Catherine en a donné de très bons exemples. Je vais peut-être faire un plus grand focus sur la batterie. Évidemment, le gouvernement veut se positionner solidement sur la batterie, que ce soit la batterie pour le transport terrestre ou même le transport aérien. On voit des joueurs, on en connaît Stéphane et moi, qui regardent la batterie dans les évitols. Les minéraux critiques sont ici. L'hydroélectricité est ici, une belle expertise avec le Centre de recherche d'Hydro-Québec, les coûts qui font de Montréal une destination, puis le Québec une destination pour les investissements étrangers sont les mêmes. Et puis géopolitiquement, ou du moins géographiquement, on est très bien positionné à la fois pour alimenter les donneurs d'ordre ontariens, mais aussi les donneurs d'ordre américains. Donc, je pense que la batterie, ça va être un secteur qu'il va falloir surveiller de près. Le gouvernement est agressif. Il y a beaucoup d'intérêt. Donc, je pense que celle-là, ça va être un des secteurs à regarder. Puis, comme il est transversal à d'autres, le transport, l'aéronautique, bien, je pense qu'on va avoir des choses intéressantes. Et Michel, sur quoi les entreprises montréalaises devraient miser pour profiter des opportunités dont on parle? Bien, j'ai l'impression qu'il faut vraiment réaliser qu'il y a toute une demande non comblée qui s'est accumulée durant cette pandémie. Et je pense que là, ça nous prend des stratégies ciblées. Il y a probablement en Europe autant de dollars pour du commerce de détail. Tous les gens ici qui ont des produits de qualité, probablement que sur les marchés riches, les marchés traditionnellement visés, il y a énormément de demandes qui s'en viennent. Des investissements aussi, on le voit chez nous, l'industrie de la construction est en gros boom. Aux États-Unis, pareillement, à travers le monde, il y a beaucoup de projets d'infrastructure. Donc, mon impression, c'est qu'au moment où on se parle des entreprises dans la base d'affaires d'ici, doivent vraiment regarder leur plan de développement des activités à l'international, cibler des marchés porteurs et presque se crinquer, là, comme on le disait, pour être dans le revenge travel, puis en faire partie. Et je trouve que tantôt, Catherine disait quelque chose qui est vraiment important, qui est, on est à risque si tout part, puis nous, on est 2 mois en retard. On est à risque si les premiers contacts d'affaires qui vont s'enligner vers les deals ont lieu avant que nous autres, on soit dans les avions, puis avant qu'on les rencontre, ces gens-là. Et Catherine, je trouve que c'est super important de réaliser parce que vous êtes, aux États-Unis, notre premier marché. Et là, dans le fond, là, tous les Américains, ils se parlent entre eux autres, voyagent entre eux autres. Et nous, pendant ce temps-là, là, ben, on est encore un petit peu frileux ces déplacements. J'ai envie de te dire, Catherine,
as-tu une stratégie avec tes collègues aux États-Unis pour littéralement faire des appels d'entreprises québécoises dès que ça va rouvrir? Autrement dit, nos entreprises à nous peuvent se préparer, mais vous, de votre côté, êtes-vous capable de les tirer encore plus pour que les gens ne retardent pas de quelques semaines si c'est stratégique d'y aller maintenant? Oui, bien, on en aide beaucoup d'ailleurs. Il y en a qui veulent venir aux États-Unis. En fait, les gens peuvent voyager aux États-Unis, mais c'est au retour là, que ça se corse avec la quarantaine. Mais on n'a pas... Je vous donne des exemples. Le 24 février, on a tenu un atelier avec Equinor, qui est un grand donneur d'ordre pour les éoliennes en mer, un projet de 3,3 gigawatts, un projet de 2, quelques milliards de l'État de New York. On avait 8 fournisseurs potentiels québécois qui se sont assis avec les donneurs d'ordre, les acheteurs d'Equinor. Alors, c'est sûr que ces 8 entreprises-là, puis on a travaillé avec la filière éolienne pour faire ça. En fait, ça nous a rapprochés, je trouve, toutes les associations industrielles du Québec, présentes à Montréal, Québec, ça nous a rapprochés. Donc, ces entreprises-là, c'est sûr qu'elles vont venir. On a tenu le 19 mars un atelier avec l'Agence de développement économique du New Jersey, parce que, oui, il y a 9 000 mégawatts qui se construisent à New York, mais il y a 7 000 mégawatts qui se construisent au New Jersey. 11 entreprises du Québec ont discuté avec les acheteurs du New Jersey pour ces grands projets-là d'éoliennes. On a fait la même chose avec la compagnie Con Edison, la compagnie électrique de New York, avec 3 fournisseurs très spécialisés pour les projets de transmission électrique qui s'en viennent. Et on avait 13 entreprises québécoises aussi en secteur de mobilité, avec l'État du New Jersey pour la même opération. Donc, SNC-Lavalin a gagné un contrat aussi à Pittsburgh pour rénover des centrales hydroélectriques le long de la rivière. Je veux dire, tous ces gens-là sont prêts à venir et vont venir. C'est la même chose du côté des investissements. La compagnie Heinz Ketchup qui s'agrandit au Québec, eh bien, eux autres aussi, il faut qu'ils envoient du monde pour concrétiser cet investissement-là. Je vous ai parlé de 5 investissements dans des minières juniors un peu plus tôt. Ces entreprises-là veulent venir à New York faire leur roadshow. Nouveau Monde Graphite s'est inscrite sur New York Stock Exchange. J'étais avec Éric, le président. J'ai réuni l'Association des femmes en finance de New York pour qu'il y ait de l'intérêt pour lever du capital. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'a jamais arrêté. Et Hubert parlait de la filière batterie. On a également fait énormément de rencontres avec des fonds américains, mais aussi des compagnies automobiles situées dans la ceinture du Mid-Atlantique puis du Midwest. Ils sont tous sur la ligne de départ. Et on va les accueillir. On va les accueillir ici en territoire et on complète les besoins des entreprises en territoire pour des acheteurs. Mais je veux vous dire, ils sont sur la ligne de départ parce qu'on a créé toutes sortes de liens, puis il y a des contrats qui sont en train d'être discutés en ce moment qui pourront se concrétiser face à face. Merci beaucoup. Donc, malgré la pandémie, Montréal continue d'attirer des investisseurs étrangers. Stéphane Hubert, ça fait partie des missions au cœur de vos organisations. Hubert, quelles sont les stratégies employées par EQI actuellement afin de différencier le Québec et attirer les capitaux? Ben, je pense qu'on met de l'avant tous les atouts du Québec, comme on met de l'avant les atouts de Montréal quand on décide de positionner le Québec à l'étranger. Je pense que dans le cas d'Investissement Québec International, il y a un focus qui est mis beaucoup sur les régions. On sait que la plupart des investissements étrangers viennent dans le Grand Montréal ou dans le Grand Québec, c'est normal. Cela dit, il faut penser aux régions, puis il y a des atouts en région, et ça, c'est notre travail de les mettre de l'avant et de les positionner. Du côté exportation, il y a aussi un immense potentiel sur les marchés publics. Et ça, on n'a jamais ou très peu mis d'emphase là-dessus. On a embauché la semaine dernière une nouvelle personne pour s'occuper des marchés publics. C'est un potentiel inouï et je pense que du côté exportation, il faut qu'on soit capable de mettre les entreprises en lien avec ces grands contrats-là. Puis les États-Unis, comme Catherine l'a dit, avec le plan Biden sur la relance et sur l'énergie verte, je pense qu'il y a définitivement un regard à avoir de ce côté-là. Et puis pour le reste, mais Michel, tu l'as dit, on a un nouveau ministre. Et puis, il faut, dès qu'on va pouvoir repartir, essayer de l'intéresser à venir avec nous en mission. Il était à New York virtuellement, il y a une semaine et demie à peu près, en passant.
Mais je ne sais pas lequel tu parles, là, mais... Le ministre Girard. Le ministre Girard. Fait que donc, je pense que si on est capable de se coordonner, d'avoir un bon plan de match, à la fois pour les investissements étrangers, mais aussi pour les exportateurs, je pense que tout le monde a hâte de repartir et soyons juste stratégiques dans les premiers pas qu'on va faire à l'international. En fait, ce que la... Je vais juste dire, ça va être court. Hubert, il ne peut pas le dire, fait que moi, je vais le dire. On a vu à quel point le ministre Fitzgibbon faisait des différences par sa présence à l'international. Fait qu'Hubert ne peut pas le dire, mais le ministre Girard, s'il nous écoute, là, Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on espère que vous allez être dans les avions, vous aussi, comme le ministre Fitzgibbon pouvait l'être. Et c'est ça tout le défi, parce que vous êtes aussi ministre des Finances du Québec, mais d'un point de vue du développement économique, à l'étranger, la présence du ministre, ça change beaucoup de choses. Alors, Hubert, tu ne peux pas le dire, mais moi, je l'ai dit. Mais en attendant, Michel, dans les avions, nous, en fait, ce que la pandémie nous a rappelé, parce qu'on le savait, parce qu'on travaillait beaucoup avec eux, mais il y a Catherine qui est avec nous en ligne, mais l'importance des bureaux et autres délégations du Québec à l'étranger, c'est extraordinaire. Au moment où on se parle, comme on ne peut pas être là. Donc, c'est toujours important, mais là, leur importance est décuplée parce que ce sont eux, nos yeux, nos oreilles dans les marchés. Les consulats, les ambassades, c'est la même chose. Puis, bon, tout le réseau d'acteurs privés qui sont aussi membres chez Montréal International, qui ont des bureaux à l'étranger, pour nous, dans les 15 derniers mois, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Donc, chapeau Catherine et tous les autres délégués, vous avez fait une différence parce que c'est vous qui pouvez aller prendre un café quand c'est permis avec des investisseurs localement parce que pour nous, on est cloué au sol, littéralement. Justement, Stéphane, Montréal International est très active pour l'attraction d'investisseurs étrangers et d'entreprises. Quelles sont vos stratégies? Bien, en fait, les mêmes. Ça n'a pas beaucoup changé. Nous, on vend les forces de Montréal. Donc, on va continuer à vendre des forces, les secteurs forts de Montréal. Je vous dirais, à la blague, je dis souvent, moi, je n'attirerai pas une usine de caoutchouc au centre-ville de Montréal demain matin, là, parce qu'il va falloir que je me lève tôt, parce que je n'ai pas d'écosystème sur le caoutchouc à Montréal. Il y a peut-être un chercheur qui fait des recherches intéressantes là-dessus, là, mais je n'ai pas d'écosystème. Donc, c'est comment est-ce que nos différentes grappes on peut améliorer soit leur chaîne d'approvisionnement parce qu'il y a un fournisseur, il y a un type de fournisseur qui n'est pas présent, donc allons le chercher, ou comment travailler aussi sur l'augmentation de la masse critique. Ce qu'il y a de nouveau, et on parlait de la relance verte, c'est que dans les derniers mois, la ministre Joly, qui était avec nous ce matin, la ministre Joly nous a octroyé des fonds supplémentaires pour justement avoir un trio de démarcheurs et d'analystes en relance verte chez nous. Donc, on va mettre plus l'accent là-dessus. Ceci dit, il ne faut pas se leurrer non plus. On n'est pas les seuls sur la planète à dire, nous, on veut avoir une relance verte. Là. Aux États-Unis, Biden a parlé de Build Back Better, mais dans l'ensemble des pays de l'OCDE, quand on fait une analyse, on se rend compte que dans les sommes allouées pour la relance, il y en a 336 milliards pour une relance davantage verte. Donc, on s'entend, si on veut attirer des entreprises plus vertes chez nous, va falloir se lever tôt, puis c'est correct, on est capable de se lever tôt. Et on a des arguments aussi pour en convaincre plusieurs, notamment, on l'oublie, mais notre hydroélectricité, il y a eu l'annonce de Google il n'y a pas très longtemps. Bien, pourquoi Google vient dans le Grand Montréal? Bien, oui, c'est sûr, l'électricité est pas chère, le réseau est fiable, mais en plus, Google a promis de réduire son empreinte carbone. Fait que ça, des grandes entreprises sur la planète qui veulent réduire leur empreinte carbone, le message est clair, c'est bien, vous pouvez venir dans le Grand Montréal, vous pouvez venir au Québec, 99 % de notre énergie est renouvelable. Très bien. On change de registre, de sujet. Bien avant la pandémie, on parlait déjà de pénurie de main-d'œuvre. D'ailleurs, le prochain panel qui suit, ce sera des entreprises qui vivent ces défis au quotidien. Selon un rapport de l'Institut du Québec, il y aurait maintenant plus de 150 000 postes vacants présentement dans la province. Michel, comment les dynamiques de chômage pandémique et de rareté de la main-d'œuvre impactent-ils notre compétitivité pour relancer à l'international? Bien, 2-3 trucs d'abord. Premièrement, moi, je pense que le chiffre de 150 000 chômeurs pandémiques, en fait, 150 000 postes non comblés, je veux dire,
Je pense qu'ils sous-estiment le vrai nombre de postes parce qu'il y a des pans complets présentement qui sont en ralentissement. Alors, si on a des milliers d'emplois dans l'hôtellerie qu'on ne cherche pas à combler, c'est quand même des postes non comblés. C'est juste que là, on ne cherche pas à les combler demain matin parce qu'il n'y a pas ces touristes. Si on est dans le milieu culturel, la diffusion culturelle, même chose. Alors, moi, je pense que le nombre de postes non comblés est beaucoup plus élevé parce que les 150 000, c'est ceux qu'on veut combler activement, puis il y a tous ceux qu'on ne veut pas combler demain matin parce que la demande n'est pas encore là, mais à la fin de l'été, elle va être là. Donc, d'après moi, là, et c'est pour ça que la ministre Giraud, plus tôt aujourd'hui, tous les ministres présentement, moi, je leur dis, devant nous, là, une fois qu'on rouvre correctement nos frontières, parce que c'est immédiat, là, l'enjeu fondamental de notre société, c'est la main-d'œuvre. Et on peut bien parler des seuils, qu'on ne veut pas les remonter si vite, puis tout, là. Ce qui va se produire, c'est plein d'entreprises. Et j'ai l'impression que ça va être en région que ça va être le pire, parce qu'à Montréal, il y a une masse de gens tellement élevée qu'en général, si c'est super urgent, on peut trouver quelqu'un. Mais en région, quand la masse de gens est moins élevée, quand c'est super urgent, là, ben, tu ne trouves pas quelqu'un nécessairement. Et là, ce que ça veut dire, tu parlais de productivité, ce que ça veut dire, c'est éventuellement des contrats que je n'obtiendrai pas parce que je ne suis pas capable de respecter les échéanciers de livraison. Éventuellement, ça veut dire des investissements en capacité que je ne ferai pas parce que le pendant qui est l'humain avec cet investissement-là est trop incertain. Puis éventuellement, ça veut peut-être même dire de la localisation d'investissement qui va aller ailleurs, là où on promet que la main-d'œuvre va être au rendez-vous. Alors, pour Hubert, pour Stéphane, pour Carl Viel à Québec, pour les gens partout sur le territoire du Québec, là, il y a un gros enjeu, c'est que si on veut que les investissements aient lieu dans nos régions, avec nos entreprises déjà présentes qui se modernisent ou avec des nouveaux investissements, et c'est valable aussi pour Montréal, ça prend du monde. Et ce monde-là, c'est pas vrai que ça va juste venir de chômeurs pandémiques, de jeunes qui sont un peu décrochés du marché du travail ou de personnes, des travailleurs expérimentés qu'on veut garder. Là. Ça va prendre du monde. Et c'est là, ça va prendre du monde à tous les niveaux, mais c'est là aussi que autant Montréal International qu'Investissement Québec International et que Québec International, qui agissent au niveau des travailleurs stratégiques, vont avoir à mettre les bouchées doubles. Alors moi, je me reposerai la question... Comment vous allez vous y prendre dans les prochains mois? Parce qu'on va avoir besoin de monde et les entreprises vont appeler chez vous. Ça ne va pas arrêter. On ouvre la machine, Michel. Je peux te le dire, là, on commence aujourd'hui à 3 à faire, mais on va augmenter nos objectifs pour ce qui est du recrutement de travailleurs qualifiés temporaires. Pourquoi on focus sur eux? Bien, parce que tout le monde lit les journaux et dit que c'est bien compliqué l'immigration. Bien, des travailleurs qualifiés temporaires, c'est beaucoup plus simple, ça prend beaucoup moins de temps. Après ça, ultimement, 3 ans plus tard, s'ils veulent rester au Québec ou au Canada, c'est plus compliqué parce que là, on rentre dans un vrai processus d'immigration. Mais des employeurs, ceux qui nous écoutent, là, si vous avez des besoins de main-d'œuvre, vous voulez avoir des travailleurs qualifiés temporaires, appelez-nous. On a une équipe qui fait ça. On fait des missions virtuelles et dès qu'on pourra faire des missions présentielles, on va repartir. Est-ce qu'on va en faire autant qu'avant? La réponse, c'est non, parce qu'on s'est rendu compte que le virtuel pouvait nous aider et faire le travail pour bien des entreprises, mais on ouvre la machine. Les objectifs sont à la hausse. Donc, 1. 2, j'aimerais ça qu'on n'oublie pas aussi, parce qu'il y aura des étudiants étrangers qui vont revenir sur les campus là, cet automne. Et beaucoup de ces étudiants-là, avant qu'ils arrivent à Montréal, on leur demande, vous, éventuellement, est-ce que vous aimeriez rester à Montréal par la suite? Puis il y en a une majorité qui dit, ben oui, on aimerait ça. Donc, les entreprises, s'il vous plaît, des stages, ça existe. On peut vous accompagner, vous mettre en relation avec ces travailleurs, ces étudiants-là, première année de bac, deuxième année de bac, troisième année de bac, deuxième année de DEC, peu importe. Faites-les rentrer chez vous, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ça va bien. Bien, après ça, bien, vous pourrez continuer. Puis peut-être que pendant la session universitaire, au lieu d'aller travailler dans un café, il pourra travailler une journée par semaine dans votre entreprise. Et donc, il y a un bassin, il y a 50 000 étudiants étrangers en temps normal présents sur le sol du Grand Montréal. Donc, il y a une manne là aussi. Puis plus on va réussir à les faire travailler dans nos entreprises pendant qu'ils sont aux études, plus ils vont vouloir rester par la suite. Bien, justement, Stéphane, là-dessus, l'attraction, c'est important. La rétention, oui. Tu l'as dit également. Comment on répond à ça de manière globale pour retenir justement soit ces étudiants ou ces travailleurs ici à Montréal? Bien, les travailleurs, je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense que ça prend plus de prévisibilité et de fluidité dans nos processus d'immigration. Je pense que globalement, là, quand on se compare sur la planète, le Québec n'est pas trop mal. Ceci dit,
Quand on se compare avec nos concurrents immédiats que sont les autres provinces canadiennes, là, c'est plus difficile. Et parce que c'est plus difficile là, ce qu'on commence à entendre, on fait des missions de recrutement au Maghreb et les gens nous disent, oui, est-ce que c'est compliqué une fois qu'on est à Montréal, aller à Toronto, il paraît que c'est plus simple. Donc, quand le mot commence à se passer comme ça se passe présentement, c'est pas bon pour nous. Donc, rapidement, on doit trouver une solution pour que ce soit plus simple, plus fluide. Je ne parle pas de seuil, là. Moi, je ne suis pas dans le débat sur les seuils. Je dis juste, ceux qu'on promet, que ce soit 30 000, 50 000, 75 000, le chiffre que vous voulez, une fois qu'on a établi les seuils, est-ce qu'on peut s'assurer qu'on est capable, comme État, de répondre à cette demande-là, de dire oui, bienvenue, merci d'avoir choisi le Grand Montréal, merci d'avoir choisi le Québec. Vous allez voir, ça ne sera pas compliqué. Parce que si c'est trop compliqué, bien, ils vont faire comme les gens au Maghreb, ils vont nous demander Toronto, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est plus simple? Donc ça, c'est pour ce qui est des travailleurs. Puis les étudiants, bien, on sait qu'ils sont ici, qu'ils ont déjà choisi Montréal une première fois. Moi, je passe encore une fois, je me répète, mais que ça passe beaucoup par les stages et savoir qu'on peut avoir un emploi intéressant dans une entreprise intéressante par la suite, c'est ce qui fait le gros de la différence. Ça, puis tomber en amour, mais ça, je ne le contrôle pas, ce bout-là. Bien, ouais, on ne contrôle pas ça. Mais Michel, tu l'as dit, oui, la rareté de main-d'œuvre est grave. Puis c'est encore aussi, même peut-être plus grave encore en région parce qu'effectivement, c'est plus difficile. Et ces missions d'attraction-là qui fonctionnent très bien, puis que Québec, Montréal, puis Société de développement économique de Drummondville contrôle, puis vraiment ont une aisance à faire fonctionner la machine. Je pense qu'il faut qu'on offre ce service-là aussi aux entreprises en région parce qu'un ingénieur informatique à Saguenay, c'est aussi important qu'un ingénieur informatique à Montréal. Et aujourd'hui, les régions du Québec n'ont pas accès à ces missions d'attraction de talent-là. Puis il y a des discussions qui ont lieu en ce moment pour justement voir comment on s'assure que la rareté de main-d'œuvre en Gaspésie puis la même rareté de main-d'œuvre en Abitibi, bien, qu'ils soient capables d'avoir accès à des services d'attraction de talent à l'international. Et la magie des emplois de travailleurs qualifiés temporaires, c'est qu'ils peuvent venir, il n'y a pas de limite. Et puis, si on est assez smart, ensuite, pour les convaincre puis de les mettre dans le processus tôt pour aller chercher une résidence permanente, bien là, on vient de combler un des besoins. Et l'emploi, il faut le rappeler, est la meilleure manière d'intégrer un immigrant. Alors, s'il vient ici, il y a un job en place, il vient avec sa famille, ses enfants, sa femme ou son mari, puis qu'on est capable de les convaincre de rester, bien, je pense qu'au final, tout le monde gagne. Et c'est tellement vrai que le service n'est pas offert dans d'autres régions hors Drummondville, Québec et Montréal, le Grand Montréal, présentement, que nous, on reçoit des appels de villes d'importance au Québec qui nous disent est-ce qu'on peut se joindre à vos missions? Comment est-ce qu'on peut travailler avec vous? Donc, voilà, c'est l'état des lieux présentement. Donc, on travaille à des solutions, on se croise les doigts pour que les solutions arrivent rapidement. Michel, l'approche optimale, que ce soit au niveau gouvernemental ou du côté des entreprises, au niveau de la francisation, pour assurer une meilleure rétention, justement. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? En fait, c'est important qu'on le souligne, c'est qu'on vient de le dire, là, l'intégration de ces immigrants, de ces travailleurs-là, ça passe par des emplois. Ce qu'on s'est aperçu avec le temps, c'est qu'on a une sensibilité sur l'intégration linguistique. Puis ça, c'est une réalité montréalaise parce qu'évidemment, là, puis c'est galvaudé, mais un immigrant qui parle peu le français puis que ça va s'établir à Rimouski, il y a des bonnes chances que ça devienne très rapidement un immigrant qui possède bien le français. Parce qu'à Rimouski, ça va se passer en français. À Montréal, il y a des réalités différentes. Il y a la possibilité de vivre avec des gens qui sont ici du même bassin d'immigrants, donc ça va se passer dans une langue d'origine, puis c'est correct aussi. La possibilité aussi pour ces gens-là de connaître des fois l'anglais qui est une langue internationale et là d'avoir l'impression qu'on peut fonctionner pendant un certain temps en anglais. Et là, donc, il faut agir. Et avec la Chambre, à travers le temps, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a une fausse perception qui est que l'immigrant ne cherche pas à apprendre le français puis serait résistant. La réalité, c'est que s'ils le peuvent, ils le font. Il faut bien réaliser que la loi 101, ce que ça implique aussi, c'est que les enfants, eux, apprennent le français assez vite. Et là, les adultes, souvent, sont gênés devant les enfants de ne pas très bien parler en français. Et donc, un des défis, je pense, c'est vraiment de se mettre dans la tête de l'immigrant qui voudrait apprendre le français, mais qui travaille comme un forcené, qui travaille de jour, qui essaie d'avoir une vie familiale équilibrée, qui essaie de développer ses réseaux parce qu'il vient d'arriver. La vie n'est pas si simple. Et donc, il faut trouver des solutions
qui vont être pendant que l'immigrant travaille, d'où un programme qu'on avait mis en place qui était « J'apprends le français », qui visait justement au niveau du travailleur dans un commerce de détail, durant sa journée de travail, de pouvoir apprendre le français utile au travail. Et ça a été suspendu en période de pandémie. Évidemment, on n'allait pas amener des gens sur des lieux de travail dans les commerces, mais ça nous pose tous la question, je pense, qui est de se préparer sur nos blocs de départ. Parce que quelque part en avant de nous, là, la vie va revenir normale. Et là, il faut qu'on s'organise. Et ça veut autant dire pour la francisation des immigrants que pour l'accueil des immigrants internationaux, que les étudiants internationaux, que les stages. Il va falloir aller à New York, voir Catherine. Il va falloir aller partout sur la planète rencontrer nos gens d'affaires. Et donc, c'est tout ça qui s'en vient. Et moi, ce que je reviens encore sur notre thématique, c'est j'ai une énorme confiance dans notre capacité parce qu'on collabore bien. On fait ça ensemble. Il y a une époque où on travaillait en silo. La réalité de l'international, ça se passait beaucoup en silo. C'est plus du tout le cas. Et donc, j'ai l'impression que devant nous, il y a un immense chantier. On a ces missions qui s'en viennent, on a ces accueils qui s'en viennent. Il va y avoir plein de choses qui vont peut-être rester aussi du monde virtuel. Catherine, j'ai l'impression qu'il y a des affaires que vous avez lancées qu'on va garder parce que ça sert aussi le virtuel. On n'a pas besoin d'être tout le temps dans les avions. Donc, j'ai l'impression que devant nous, c'est un moment très puissant qui s'en vient sur le Montréal, ville internationale, et le Québec ouvert sur le monde. Puis là, tu nous enlèves les mots de la bouche. Puis en plus, tu as les mots de la fin. Je ne sais pas si on peut rajouter des choses, mais effectivement, je pense qu'il faut se préparer. On l'est déjà. Et puis, ce soir, il y a 22 000 personnes qui vont écouter le Canadien à Vegas, puis il va en avoir juste 2 500 à Montréal. Je pense que l'image du hockey devrait nous faire réfléchir à ce qu'on devrait faire sur les voyages. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, on dépasse un peu le temps. On a parlé d'attraction, on a parlé de rétention de talent, d'investissement, de présence de nos entreprises à l'étranger, de marché stratégique. Dernière question. Quelles sont, selon vous, les 2 ou 3 grandes priorités sur lesquelles nous devons miser afin d'être prêts pour la relance complète de l'international? Je commencerai par Catherine. Oui, bien, pour revenir sur Montréal, le Québec, on a tellement une place enviable en ce moment avec notre hydroélectricité, avec nos compagnies qui peuvent aider à verdir. Les gens sont toujours impressionnés par Montréal et ce que le Québec a à offrir, les coûts de la vie, la joie de vivre. On a une belle image de marque aussi que le gouvernement du Québec s'est donné à l'international. Moi, mon message aux entreprises, c'est venez aux États-Unis. Il n'y a pas assez d'entreprises encore du Québec qui exportent sur le territoire américain. C'est ce qui m'a poussé à prendre ce défi-là au départ. Puis c'est ça et l'hydroélectricité. Mais je veux dire, il faut occuper le territoire. La priorité pour nous, ça va être vraiment de connecter les entreprises à des acheteurs américains, de continuer à le faire, de les accueillir ici, puis d'ouvrir les portes au plus haut niveau. Il n'y a pas une porte qu'on ne peut pas ouvrir. On a parlé des marchés publics tout à l'heure. C'est énorme, effectivement. On en fait beaucoup sur le territoire du Mid-Atlantique. Venez pas juste à New York. C'est le fun, New York, mais il y a le Sud, le Sud-Ouest, le Texas, avec qui on a des échanges économiques les plus importants, le Québec. Hein. Les exportations, c'est New York, mais importation, exportation, c'est le Texas. Une autre priorité, ce sera évidemment de surveiller ce qui se passe à Washington avec le Made in America Plan. Il y a des opportunités. On va continuer à contrer le protectionnisme. On le fait. Il y a toutes sortes de projets de loi là, dont on parle peu dans les États en ce moment, qu'on réussit à contrer avec nos amis des consulats. Mais je vous dis, il y a énormément d'opportunités. Puis moi, en dernier lieu, ce que j'entends beaucoup, c'est que les entreprises du Québec qui exportent déjà peuvent grandir leur chiffre d'affaires aux États-Unis, mais souvent n'ont pas le talent pour faire face à l'augmentation de la production dans leurs usines au Québec. Là. Donc ça, c'est vraiment un réel défi. Stéphane, 2, 3 priorités. 3 mots rapidement. Réouverture des frontières, il faut le faire plus tôt que tard, parce que si on est trop tard, on va être en retard. L'immigration, plus de fluidité, plus de prévisibilité et l'image de marque. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Il faut parler d'une même voix. On voit ce que le Québec a fait. C'est magnifique. Si le Québec peut le faire, je pense que le Grand Montréal peut le faire aussi et doit le faire aussi. Tout à fait. Hubert? Continuer la collaboration. Je pense que Michel l'a bien dit, c'est excessivement important. Puis il n'y a pas de raison que ça arrête. Diversifier les marchés.
oui, des États-Unis, 70% des exportations du Québec, mais il faut penser à l'Europe, il faut penser à l'Asie, il va falloir penser à l'Afrique et il faut aussi avoir en tête le rest of Canada. Les premiers pas des exportateurs, c'est beaucoup plus simple dans son propre pays. Il faut mettre l'emphase aussi sur le reste du Canada pour les exportateurs québécois. Et Michel, 2, 3 priorités pour la relance? Moi, j'ai l'impression qu'il faut que ça parte maintenant. Autant rouvrir les frontières, mais je dirais du point de vue des entreprises, être vraiment prête. C'est d'ici quelques semaines. Il ne faut pas être pris au dépourvu, là. À un moment donné, ça s'en vient, c'est imminent. C'est comme si quand on était avant la fermeture, là, il fallait presque se préparer à se dire, ils vont-tu fermer? Bien, ils ont fermé. Ben là, ils vont-tu rouvrir? Ben oui, ils vont rouvrir. Fait que là, il faut être vraiment, c'est bloc de départ. C'est maintenant que ça va arriver. Merci. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il est essentiel que dans les prochains mois, la communauté d'affaires travaille ensemble de manière concertée pour s'assurer que Montréal puisse saisir toutes les opportunités à l'international. Donc, merci Catherine, Hubert, Stéphane, Michel d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Je te cède la parole, Jessica. Merci Diane, merci à vous pour cette discussion très intéressante sur la collaboration en vue de la réouverture de nos frontières notamment. Vous avez aussi parlé de talents internationaux, ce sera le thème de notre prochain panel. Donc nous enchaînons avec une courte pause puis on se retrouve dans quelques minutes. À Montréal, la créativité nous transporte. Grands acteurs et petits studios y façonnent leur plus grand succès, attirés par nos super pouvoirs. Du talent à revendre, des idées innovantes et un Scooby-Goo de l'aventure. Ici, on bâtit un écosystème multijoueur pour le moins audacieux, capable de propulser des projets d'ampleur colossale et de faire avancer toute l'industrie créative à pas de géant. Ici se dessine un monde ouvert, reconnu pour sa diversité et sa joie de vivre. Nous sommes à l'origine de milliers d'œuvres, acclamées aux quatre coins de la galaxie. Nous sommes Montréal. Rejoignez la partie. Vous êtes à la recherche d'un emploi, de nouveaux talents? Découvrez Passerelle sectorielle, la solution de jumelage virtuel entre professionnels immigrants et entreprises. Participez d'abord à plusieurs ateliers préparatoires, que vous soyez un professionnel immigrant ou une entreprise à la recherche de nouveaux talents. Et poursuivez avec des activités communes. Pour optimiser votre participation à un événement de recrutement virtuel propre à votre secteur d'activité. Le programme vous permet d'accéder à un vaste réseau d'employeurs ou à une banque de candidatures vidéo en continu. Inscrivez-vous à passerellesectorielle.com. Nous comprenons les défis, les enjeux, puis la réalité des entreprises. Nous sommes des spécialistes pour vous soutenir dans la gestion des ressources humaines et la formation de la main-d'œuvre. On vous donne tous les moyens pour que les retombées en ressources humaines soient au rendez-vous. Notre créneau, c'est la gestion des ressources humaines. Que ce soit le développement de la main-d'œuvre, l'organisation du travail, la formation, le recrutement et la mobilisation des employés. Nos services peuvent être accompagnés d'une aide financière pour répondre aux besoins de votre entreprise. Les services de soutien et d'intégration en emploi offrent les programmes de subvention salariale qui permettent de rembourser une partie du salaire de l'employé. Nous soutenons la gestion de la diversité culturelle via différents programmes qui s'adressent autant aux employés qu'aux employeurs. Nos services, personnalisés et sur mesure, sont adaptés à vos défis et à votre réalité d'affaires. Ce qu'on peut s'attendre lorsqu'on contacte Service Québec, de l'écoute, du soutien et de l'accompagnement. Nous allons analyser vos besoins en vous invitant à compléter un outil que nous avons développé, le portrait RH. Ensuite, ensemble, nous allons établir un plan d'intervention. Vous aurez ainsi accès
aux subventions et aux ressources pertinentes pour vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Que ce soit pour générer de la synergie d'équipe, favoriser la collaboration, améliorer la communication ou bonifier la marque employeur, on vous appuie pour que votre entreprise se démarque. Il est essentiel que les ressources humaines soient au cœur de votre stratégie d'affaires.